on va déchirer ça et tout, elle nous suit plus que l'Alsace et les DRA. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que tout ça soit mis un peu en avant et que les citoyens soient mis au courant. Si on est là aujourd'hui, c'est pour vous informer, c'est pour vous dire exactement comment ça se passe et pour vous sensibiliser aussi à toute cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas un autre scandale encore pire? C'est la décision du tribunal il y a quelques mois qui dit que les départements alsaciens n'ont pas à gérer cette affaire. On a assisté à cette session du tribunal administratif concernant le dépôt de plainte du département de la région Alsace, l'Alsace Nature, de la commune de Wittenheim. Donc il y avait 3 collectivités qui ont porté plainte. Il y a la commissaire, je ne sais plus si ça s'appelle commissaire, mais rapporteur public, c'était une dame, elle est arrivée, c'était la première à parler, elle a démonté tout, on n'avait plus rien à dire. Le département n'a pas intérêt à agir parce qu'on ne sait pas pourquoi, alors que le département s'occupe de l'eau, s'occupe de la nappe phréatique, s'occupe des rivières, ils n'ont pas intérêt à agir. La région n'a pas intérêt à agir, alors que la compétence région, ce sont les déchets. Elle a cette compétence-là. Alsace Nature, enfin bref, moi j'ai été démonté et je me suis dit, tiens, putain, là c'est l'État. C'est l'État qui dicte sa loi et qui dicte au juge administratif. Voilà ce que tu vas donner comme réponse. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Non, pas vraiment. On va dire qu'il y a une pression du pouvoir. La région, le département, la ville de Wittenheim, Alsace Nature et la consommation, logement et cadre de vie font appel au tribunal de Nancy. Et d'où cette action du 23 novembre, c'est un peu pour publiquement faire pression sur... On ne peut pas faire pression sur le TA, sur la cour d'appel de Nancy. Mais peut-être que les politiques vont réagir différemment. Nicolas Hulot a missionné une enquête indépendante, donc c'est des experts allemands, espagnols et suisses, il me semble, qui sont intervenus. Et le rapport est clair. On peut déstocker avec les moyens actuels qu'on a. Avec les moyens actuels qu'on a, on peut déstocker, mais il faut faire vite. Mais comme l'État, ça qu'on a lu dans la presse. Non, mais justement, comme l'État, ça les dérange, ce rapport. Ils ont fait une contre-expertise. Et cette contre-expertise n'est pas si indépendante que ça, parce que c'est piloté par la société Stocamine avec la bénédiction du BRGL. Et eux, ils disent, attention, il y a trop de risques pour les ouvriers, il y a trop de risques pour le transport des déchets, donc on ne revient pas. Donc quelque part, ils ont une expertise indépendante qui prouve très bien qu'on peut sortir les déchets. Et de l'autre côté, ils ont Stocamine qui fait une expertise qui dit non, c'est trop dangereux. Alors là, c'est tout simplement faire peur aux gens. De 2014 à 2017, ils ont sorti tous les déchets mercuriels et ils ont réussi à le faire. Et cette société allemande qui a sorti les déchets a dit aux experts, mais vous nous appelez lundi, le lundi d'après, on est là, on vient sortir les déchets. Et ben non, on a fait une contre-expertise pour dire, ouh là, c'est trop dangereux pour les ouvriers, on ne va pas mettre... Heureusement qu'il y a eu votre collectif, parce que sinon, tout cela serait fini, terminé, et aussi dire que pendant des années, vous avez bossé relativement seul, un peu dans l'ombre, avec pas énormément d'appui. Et la presse, la DLA, n'en parlera que s'il y a un mouvement d'opinion qui fait qu'ils ne peuvent plus le taire. Stocamine a fait une réunion publique en février, on est en gros 250 les députés, le député Fuchs s'est levé, il a dit, messieurs, dames, si vous voulez que nous, élus, on bouge, il faut que vous, citoyens, vous bougiez. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme toujours, si un élu a les citoyens derrière qui font pression, ben lui, quelque part, il est aussi un public, il ne peut plus faire autrement, il faut qu'il bouge. Descendre ces déchets à 700 mètres est une idiotie. Il n'est pas nécessaire d'être un géologue pour comprendre que l'eau circule systématiquement et on ne peut rien en empêcher. La nappe phréatique est en haut et les déchets sont à 700 mètres. Quoi qu'il arrive, la pollution de l'eau, de la nappe se fera, pas aujourd'hui, dans 100 ou 200 ans. Maintenant, il y a un autre problème. Qui a donné l'ordre d'enfouir ces déchets? Mais ces responsables, il y en a des dizaines. Alors vous n'en trouverez pas un, vous trouverez d'abord peut-être tous les ministres de l'Environnement qui se sont succédés depuis l'affaire, il y en a un paquet, vous trouverez tous les hauts fonctionnaires qui sont complètement inconnus et qui travaillent dans l'ombre, et c'est eux qui nous plombent, vous trouverez les politiques locaux qui ont soutenu le problème, vous trouverez les ingénieurs des mines, vous trouverez les experts, vous trouverez même au départ les syndicats qui croyaient vraiment au renouveau du bassin potassique. Donc il y a tellement de responsabilités qu'il est quasiment impossible d'en trouver un, et d'ailleurs vous n'en trouverez pas un. Il y a un système
Alors attaquer un système, c'est complètement fou, mais c'est comme ça peut-être qu'il faut... C'est la distribution des responsabilités. C'est ça, c'est une dilution complète. Sauf que pour répondre précisément à votre question, depuis 2002 jusqu'en 2018, on n'avait pas de nom parce que c'était une affaire qui était en cours. Mais il y a quand même quelqu'un qu'on peut citer dans la validation du prolongement des déchets, c'est le préfet Laurent Touvet qui a signé l'autorisation pour... C'est qui ce monsieur? Voilà, c'est le préfet. Le préfet, c'est de l'État. Le préfet est aux ordres. L'autorisation de prolongement du stockage, parce qu'ils appellent plus ça un enfouissement, mais ils appellent ça poliment, l'autorisation de stockage illimité. Et donc, porte la signature de notre préfet. Oui, mais ça, c'est le... Alors après, évidemment, on sait qu'il est aux ordres, mais il ne devrait pas signer ce truc-là, ça restait ouvert. Mais il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que ce projet qui a foiré, eh ben, son frère jumeau, il est à 250 km. Alors maintenant qu'on a une grande région, on a fusionné la région Grand Est. Nous, on avait fait des baptêmes, on a des photos où on a fait des jumelages avec Bure. Et Bure, c'est le même schéma, sauf que là-bas, c'est pour les déchets nucléaires. Le deuxième bémol, Philippe l'a dit, il y a le recours qui a été porté au tribunal administratif de Nancy. Eh ben Nancy, le gros souci, c'est que c'est dans la région où il y a également la problématique de Bure. Donc je pense qu'administrativement, c'est un dossier qui va être très très dur à plaider. Et voilà. Donc ça c'était un petit peu le nuage noir de la matinée, parce qu'on est bien ici, ça se passe plutôt bien. Mais il faut garder à l'esprit que Stocamine et Bure, ce sont deux question. Est-ce qu'il y a une analyse d'eau qui est faite dans la nappe phréatique à proximité de Stocamine? Oui, c'est fait. Oui. Moi, je fais partie d'un collectif aussi, qui s'appelle le collectif de la protection des collines de Sirens. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est 24 hectares qui vont être pris en construction d'ici les prochaines années. Donc, on défend cette colline qui traverse, donc, c'est un couloir traversant naturel, où les animaux traversent et qui vont aller se réfugier dans la petite Camargue. Et devant cette colline, il y a donc le fameux dépôt de l'Indane qui existe encore, si vous avez parlé de ça. Donc là-bas, il y a 3 prises d'analyse d'eau, et ces analyses d'eau sont faites, mais on a demandé les résultats à la mairie de Sirène, on ne les a jamais obtenus. Est-ce qu'il y a une loi qui existe qui peut dire il n'a pas le droit de les donner, les analyses? Donc ça c'est une obligation. Hein. Donc l'Indane est donc recouvert de terre. Hein. Il est juste à côté de la société des abeilles là, à Sirène, si vous voyez où c'est, dans la zone artisanale où il y a Hyper U. Et toute cette colline est déjà maintenant dans les mains d'un promoteur. Alors moi, juste pour vous dire que quand vous parlez de l'état actuel de la nappe, ça c'est le problème qui commence à ressurgir par là. On a des puits de captage à Wittelsheim-Gare, ils sont régulièrement fermés parce que impropres à la consommation humaine. Et ça, souvent, c'est du fond de Nemours qui... Et ça, c'est quand même une attaque à l'homme, alors, dans ce cas-là. Ça, c'est une atteinte à la vie privée. Là, vous dites qu'on ne peut pas aller à Strasbourg parce qu'on n'attaque pas le droit de l'eau, mais ça fait partie de l'attaque. Je pense, oui. Attendez, chez nous, c'est pareil. L'eau, elle est puisée à 40 mètres. Dans la Harte, elle est puisée à 40 mètres, dans des puits de 40 mètres que je connais personnellement, puisque j'ai travaillé là-dedans. Mais à 40 mètres, et là, vous parlez de... Et la nappe, elle est déjà chez nous, on est pollué. Hein. Juste à savoir, est-ce que les responsables de Stocamine ou les responsables politiques admettent qu'il y a un vrai risque de pollution de la nappe phréatique, ou est-ce qu'ils mettent en avant des contre-études pour dire qu'il n'y a aucun risque? Ils n'osent plus le contredire. Alors, ils parlent de diminution du risque si on laisse ça en bas et on bétonne, mais ils disent pas notre truc il est sûr à 100%, ils disent ça va ralentir la pollution, donc on utilise des termes. On dit, et in fine, Philippe vous l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente dans le débat d'experts, une pollution de 1 mètre cube par an sur 35 milliards. Donc on est dans cet ordre-là, où des batailles d'experts par rapport à l'importance de la pollution ou pas, personne n'en sait rien, mais on ne dit pas, nos bouchons sont sûrs à 100% et jamais rien sortira. Donc il n'y a personne qui contredit le fait que la pollution, elle aura lieu. Mais elle sera diminuée. Voilà. Je voudrais aussi parler des bouchons en béton. Justement, on peut parler d'une personne quand même qui est importante, c'est le liquidateur.
qui a été nommé par le ministère, qui s'appelle M. Rollet. C'est un ingénieur des mines qui était avant M. Rollet, qui a été nommé par le ministère. Et cet homme-là, en tous les cas, depuis le début, il dit il faut laisser tout au fond. Et on soupçonne qu'il a eu des ordres du ministère. Maintenant, ils mettent des bouchons. Alors, les bouchons, ils sont en train de les tester. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ce liquidateur, M. Rollet, qui soi-disant a pris sa retraite, qui est ingénieur des mines, tiens, comme par hasard, on le retrouve dans l'organigramme de Bure, parmi les experts des déchets nucléaires de Bure. Et alors, on peut faire un lien de cause à effet. On se demande si les bouchons qui font un Stocamine ne sont pas des tests pour plus tard être utilisés ailleurs, par exemple à Bure. On leur montre le film. Ouais. Les élus, ils sont unanimes à condamner. On est coincé par les élus autour du dossier du GCI de Fessenheim parce qu'ils sont complices de la pollution. Et je trouve que l'illustration, enfin les explications que vous avez données, que tout se décide à Paris, et que même les élus ici sont plus proches du problème et ont les bonnes analyses, mais ne sont pas entendus, comme la population n'est pas entendue. C'est un vrai problème de démocratie, et ça justifie notre combat pour une autonomie de décision, une décision prise localement, et respecté à Paris. Et puis aussi, une volonté de s'affranchir de ce pouvoir central. Donc là, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Et il y a un autre commentaire que j'aimerais faire, c'est sur le terme d'experts qu'on arrête de nous envoyer. Il y a des soi-disant experts qui sont c'est de la novlangue. Hein, je crois que la grande masse de la population alsacienne n'est pas tellement sensibilisée sur ce problème. Je crois que ça c'est une lacune et il faut exploiter ça lors des prochaines élections. Et on compte sur vous pour l'exploiter. Vous êtes bien placé. C'est gentil. Presque un siècle, les mines de potasse d'Alsace sont le premier employeur du bassin minier. La fermeture est programmée pour 2004. 1700 personnes travaillent encore aux mines et entre licenciement et pré-retraite, il restera 500 salariés à reconvertir. Pour résoudre ce problème, un projet d'écopôle a vu le jour en marge de Stocamine. Une zone d'activité concertée y sera implantée en 2004. Elle regroupera des entreprises spécialisées dans l'environnement, le recyclage des déchets et devrait créer au moins 300 emplois. Surtout synonyme de redémarrage économique. Moi je suis pour. Pour en plus, ça fait une belle petite subvention pour la mairie. Hein. Mon mari travaille en mine, j'espère que s'il peut aller encore travailler, terminer ses années au fond là-bas, ce sera très bien. Si ça peut créer des emplois pour les jeunes, ça serait une bonne chose, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chômeurs à Vitesse aussi. Avec Stocamine, le bassin potassique espère avoir trouvé la clé de sa reconversion. Ce que vient de dire M. Chamis. 1. La mine n'est pas instable, les galeries de Selgem sont très stables, toutes les études montrent et l'expérience montre que ces galeries sont stables. Et il s'agit de Selgem et non pas de potasse. Est-ce que vous pouvez pour le grand public, parce que le Selgem c'est du charabia, ça, c'est quoi exactement? C'est du sel de cuisine. Ces déchets, normalement, sont stockés dans une perspective de réversibilité, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, si on sait comment les recycler, on doit normalement les remonter à la surface. Vous y croyez vraiment? Tout à fait. La loi impose la réversibilité. Et nous, notre problème est de faire respecter la loi et de la respecter. Les études qui ont été faites, les études hydrogéologiques qui ont été faites par l'école des mines de Paris et ensuite par l'INERIS montrent que nous avons un site exceptionnellement favorable et que ce site restera favorable même à très long terme. Et quand on parle de très long terme, c'est au moins 10 000 ans. Donc c'est pas quelque chose qui En plein dans la couche de Selgem, l'atmosphère y est proche du climat saharien. C'est un milieu qui est sec,
mais dans lequel il n'y a pas d'eau, puisque s'il y avait de l'eau, bien sûr, il n'y aurait pas de sel. Et ça change quoi pour les déchets? Bien, ils sont parfaitement stockés dans une atmosphère ou dans une enceinte solide, sèche. C'est-à-dire qu'il peut rien leur arriver en théorie, c'est ça? Il ne peut rien leur arriver. Et il ne leur arrivera rien. Délégué régional de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Monsieur Liverneau, bonjour. Vous êtes spécialiste des déchets. Le centre de Stocamine est-il, selon vous, sûr pour l'environnement? Oui, je crois que le site de Stocamine présente de très bonnes garanties pour l'environnement. Géologiquement, c'est un bon site. Vous savez qu'il est basé sur les anciennes mines de potasse, que c'est un site qui est très favorable en termes de préservation des différentes couches, préservation de la nappe aussi. L'enfouissement de ces déchets se fait bien en dessous de la nappe phréatique, donc aucun risque de contamination de cette nappe notamment. Et alors en termes de risque sismique, je dirais que là encore, si vous voulez, on est là sur une géologie qui permet de bonnes garanties. Le stockage souterrain des déchets est-il, selon vous, réellement réversible? Déjà, ce site, qu'on disait d'un bon site, est un site qui va travailler un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'il a tendance à se resserrer sur les fûts. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à les récupérer. Stocamine est un stockage provisoire, nécessairement provisoire. La loi qui a été passée en juillet 92 interdit d'autoriser de manière sans limite dans le temps un quelconque stockage géologique de produits dangereux. Stocamine est un stockage de produits dangereux. Il nous est interdit, et l'arrêté le reprend, d'autoriser de manière illimitée. En pratique, Stocamine n'est autorisé que pour 30 ans. C'est la notion de réversibilité. Alors, autorisé que pour 30 ans, ça veut dire qu'est-ce qui se passe au bout de 30 ans? Ça ne veut pas dire qu'on arrête simplement, on laisse les déchets au fond. Ça nous donne une obligation non seulement d'arrêter d'amener des déchets, mais ça donne l'obligation de les ressortir à la surface. Voilà, vous avez tout compris, hein, ce qu'on racontait à l'époque, et aujourd'hui comment ça se vérifie, ou ça ne se vérifie pas. Moi j'ai tiqué sur les 10 000 ans de stabilité, comme je disais, je très bien suivi 10 000 ans, vous vous rendez compte, et au bout de 10 ans, déjà on oublie, maintenant c'est tout possible, ça s'écroule. Enfin bref, c'est... Voilà. Sur la question de la sortie, est-ce qu'on a estimé le coût, on en parle un peu ici, mais on a estimé le coût. Et je voudrais faire un rapprochement avec un autre, comme on parlait du Lindan. Il y a sur le site de l'UNAG, il y a aussi du Lindan, il y en a avec Holzheim, d'ailleurs on a fait un reportage là-dessus. Et sur le site de l'UNAG, Novartis a sorti tout le Lindan et ça leur a coûté, si je ne m'abuse, 200 millions d'euros, francs suisses. Et ils ont prêt à en rajouter 100 millions de plus. Alors ce qu'une entreprise privée, même si c'est Novartis, je veux bien le croire, une multinationale, elle a les moyens, mais si elle peut le faire, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire, par exemple pour Stocamine et pour les autres sites du Lindan? Parce que forcément ce sont les bonhommes qui sont dans les années. Et encore une fois, le gouvernement rachète les canards boiteux. Et alors qu'en Suisse, en Allemagne, c'est le privé. Il y a une règle chez nous qui s'appelle le principe du pollueur-payeur. Là, on est en plein dedans, mais le pollueur ne paye pas. Vous savez pourquoi ils ont eu le Lindan à UNAG? Oui. Parce qu'ils ont eu les terrains à l'œil.
Oui, d'accord. Pour pouvoir construire, tandis qu'à Sirène, ils ne le sortent pas, parce qu'il vient aussi de la Suisse. Ouais, voilà. Mais ils ne le sortent pas, parce qu'ils ne reçoivent pas le terrain pour construire quelque chose. Ah, c'est possible. En tout cas, les Suisses, le privé suisse dépense l'argent. On a même voulu déjà construire dessus. Alors, Milliard, actuel maire de Sirène, a voulu construire. Bon, regardez, Bonfol a été assaini, c'est comme ça dit, par les privés, par l'entreprise privée qui a mis des millions, et qui a trouvé des techniques, et qui a réglé ce problème-là. En France, on n'est pas capable, parce qu'en entreprise, on ne va pas l'obliger à assainir. Parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des liens. Parce que si vous attaquez une entreprise suisse, vous parlez de nos artistes, ils se sentent touchés. Chez nous, ils s'en foutent, tout le monde s'en fout. Ils sont protégés. Vous savez, Stoke-Camine ou les anciennes mines, ou n'importe, ils s'en foutent, c'est fini, les mines, c'est fermé. Regardez, Pierre-Franck Chauvel, le monsieur qui parle là, directeur d'Adrir. L'Adrir, c'est la police des entreprises. C'est l'Adrir qui envoie des inspecteurs pour dire attendez, là, c'est pas bien ce que vous faites, là, vous respectez pas la loi. Eh bien, on sait que l'Adrir téléphone d'abord avant de venir. Plutôt, on va venir chez vous la semaine prochaine. Tâchez que ça soit clean. Eh bien, ce monsieur Pierre-Franck Chauvet, il a évolué ensuite. Vous savez ce qu'il est devenu? Président de l'autorité de sûreté nucléaire. Ce même monsieur qui a monté effrontément là. Il a été pendant des années président de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pas rien. On peut aussi se poser des questions, quoi. Bref, ça va mal. Je suis membre de la commission de suivi de site et donc le dernier compte rendu du Bureau de recherche géologique et minière, ils ont estimé pour sortir les déchets dans les 7 ans à venir, ça coûterait entre 380 et 440 millions d'euros. Mais c'est quoi pour la vie? C'est pas beaucoup. Et alors, naturellement, on peut croire ce qu'on veut, mais ce qui est clair, c'est que les Allemands qui ont sorti les déchets mercuriels ont dit que pour 80 millions, on pourrait tout sortir. Alors, on soupçonne aussi de gonfler les prix pour dire, vous vous rendez compte, ça c'est comme le PR. Et ensuite aussi, ce qu'on craint, nous tous, c'est que pourquoi ils ne veulent pas sortir les déchets. Peut-être qu'il y a la solution de sortir les déchets. Déjà, d'une, ils ne savent pas trop quoi faire après. Et de deux, ils craignent peut-être aussi qu'on trouve des choses là en dessous qu'on ne devrait pas savoir. Naturellement, on dit que tout est bien fait, et d'ailleurs, il en est témoin. Il dit on a fait des analyses et tout ça. Mais dans le doute, on craint qu'il y ait des soupçons de choses qui sont là en bas sans qu'on le sache. Ouais. Donc, je crois qu'il va être l'heure. Vous êtes appelés à d'autres travaux, d'autres ateliers. Et c'est vous qui vous remerciez. Laurent, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir. Vous avez la région d'Alsace-Cheville et Haut-Corps. On compte beaucoup sur vous, au cœur et au corps. On viendra. Et surtout, venez nous rejoindre le 23 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, avec vos banderoles, qu'on vous voit, qu'on soit nombreux, qu'on soit vu et entendu. Merci. À bientôt.